Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 24 heures Sénat. Et à la une ce soir, les sénateurs disent non au non-cumul. Le texte a été rejeté en commission ce matin. De mauvais augure pour l'examen en séance qui commence mercredi prochain. Quel socialiste pour ravir la mairie de Marseille à Jean-Claude Gaudin? Les résultats dans ce journal de notre sondage exclusif à la veille du premier débat télévisé entre les 6 candidats que vous pourrez suivre sur Public Sénat vendredi à 17 h. L'objectif de réduction du nucléaire en France d'ici à 2025 est-il trop ambitieux? Alors que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé ce matin le report du projet de loi sur la transition énergétique à 2014, un rapport parlementaire doute de la faisabilité du verdissement de la société. On ouvre le débat avec nos invités ce soir, les sénateurs Bruno Sido et Ronan Dantec. Mais d'abord, le budget. Jean-Marc Ayrault lève le voile sur le projet de loi de finances pour 2014, marqué par des économies sans précédent qui devront assurer 80% de l'effort de réduction des déficits, les 20% restants reposant sur une augmentation des prélèvements obligatoires. On écoute le Premier ministre. Nous avons entrepris et amplifié un programme d'économie sans précédent. Dans ce budget, c'est 15 milliards d'économies qui seront réalisées. Manuel Valls, hier, appelait les sénateurs à prendre leurs responsabilités. Eh bien, l'appel du ministre de l'Intérieur n'aura pas suffi. Ils ont rejeté ce matin en commission le projet de loi interdisant le cumul d'un mandat de parlementaire avec le mandat d'exécutif local. Ce rejet n'est pas une surprise. On sait qu'une partie de la gauche y est hostile, à commencer par le chef de file des socialistes au Sénat, le sénateur maire de Dijon, François Rebsamen. Et pourtant, certains espéraient encore sauver le texte ce matin. Le récit de Paul Bouffard. Ils se sont préparés au combat. Dans les bureaux de la commission des lois ce matin, l'ambiance est électrique. Le projet de loi contre le cumul des mandats inquiète la majorité sénatoriale. Oui, c'est une nouvelle longue journée, mais voilà, je pense que nous agissons pour une bonne cause et que c'est un bon projet de loi, donc essayer de convaincre mes collègues qu'il faut l'adopter. Occasion manquée, c'était écrit d'avance. 3 heures de débat plus tard, le texte est rejeté en commission. 24 sénateurs ont voté contre, 16 pour et 3 s'abstiennent. Bon, il y a des appréciations différentes, ça traverse même certains groupes, comme le mien, avec une forte majorité chez les socialistes pour le texte, même s'il y a eu quelques abstentions. Quand dans le cumul on parle essentiellement des sénateurs, c'est le Sénat qui est attaqué, alors qu'il y a autant de députés en situation de cumul, même plus que de sénateurs. Donc les sénateurs ont eu l'impression qu'il y avait un faisceau d'indices qui leur faisait penser qu'il s'agissait d'attaques contre le Sénat. La faute à une alliance. UMP, radicaux de gauche et même quelques socialistes en rang derrière leur président de groupe au Sénat, François Rebsamen. Ils invoquent l'âme de la Haute Assemblée, l'ancrage dans les collectivités locales. On sait bien qu'il y a des points qui font débat, qui cristallisent des positions différentes. Et en tout cas, pour l'instant, les gens sont très loin les uns des autres sur certains points. Boudeur, le plus virulent des opposants, Jacques Mézard, quitte la salle et réserve sa joute verbale pour la séance. Il le sait déjà, le texte rejeté au Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. On connaît désormais la date de l'arrivée du projet de loi de réforme des retraites au Sénat. Le texte sera examiné en séance le 28 octobre prochain. Le rapporteur sera la sénatrice socialiste du Rhône, Christiane de Montès. Sachez également que le projet de loi sur l'égalité femmes-hommes défendu par la ministre Najat Vallaud-Belkacem a été adopté en commission ce matin et sera discuté en séance publique lundi 16 septembre. À la veille du premier débat télévisé des primaires socialistes à Marseille, que vous pourrez suivre vendredi à partir de 17 h sur notre antenne. Quel est le candidat qui apparaît le mieux placé pour les Marseillais et les sympathisants de gauche? Simon Barbary nous livre les résultats de notre sondage exclusif réalisé pour Public Sénat et la Provence par l'Institut Opinionway. Quel socialiste pour ravir la mairie de Marseille à Jean-Claude Gaudin? L'Institut Opinionway pour Public Sénat et le quotidien La Provence a interrogé l'ensemble des Marseillais sur leurs préférences. Le député Patrick Menucci arrive en tête avec 17%, suivi de la ministre Marie-Arlette Carlotti avec 13%. Le président de la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole Eugène Caselli et la sénatrice Samia Ghali recueillent 8% chacun. Le conseiller général Christophe Mas tient lui ses 5%. Bon dernier, le député Henri Gibrayel ferme la marche avec 0%.
À noter que près de la moitié des Marseillais ne plébiscitent aucun des 6 candidats. Les mêmes questions ont été posées aux seuls sympathisants de gauche. Cette fois-ci, Marie-Arlette Carlotti devance d'1 point Patrick Mennucci avec 25%, tandis qu'un tiers des sondés ne se reconnaissent pas parmi les 6 candidats. Les primaires auront lieu les 13 et 20 octobre prochains. Nous accueillons à présent sur ce plateau Esther Benbassa. Bonsoir, sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. Vous proposez la création d'une action de groupe pour les personnes victimes de discrimination. On va en parler dans un instant. Tam Tranui de la rédaction de Public Sénat nous a également rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Alors vous avez suivi les débats en séance cet après-midi sur le projet de loi consommation. Et on l'a vu juste avant le 24h Sénat. Les sénateurs ont donné leur feu vert à la création d'une action de groupe pour les consommateurs lésés. Après 2 heures de discussion dans l'hémicycle, que s'est-il dit? Bien, les sénateurs ont débattu à coups d'amendements fleuve, on peut dire, de l'action de groupe. C'est une procédure, quand même, rappelons-le, qui permet aux consommateurs victimes d'un même dommage de se rassembler pour obtenir une réparation à leur préjudice commun. Et ce qui s'est passé dans l'hémicycle, c'est en quelque sorte une avancée historique dans le droit français. En tout cas, c'est ainsi que le ministre Benoît Hamon en a parlé. Ça faisait quand même 10 ans que les gouvernements successifs, quelle que soit leur couleur, cherchaient à mettre en place cette action de groupe, et ça faisait 20 ans que les associations de consommateurs la réclamaient également. Alors quels sont les avantages mais aussi les risques de la création de ces actions de groupe? Alors on va prendre un exemple très concret qui s'est d'ailleurs déroulé aux États-Unis. Des consommateurs se regroupent pour porter plainte contre une très célèbre pâte à tartiner au goût de chocolat et de noisettes. On peut dire c'est le Nutella. Voilà, au motif que cela n'est pas bon pour la santé, comme l'affirmaient les publicités. À l'entreprise a beau dire que tous les ingrédients sont inscrits sur l'étiquette, tout ça se solde finalement par une transaction qui permet aux consommateurs de récupérer chacun 4 à 20 $. Ça coûte au total environ 3 millions de $ à l'entreprise, 1 million qui vont quand même aux avocats. Qu'est-ce qu'il faut déduire de cet exemple? Eh bien, ça montre qu'aux États-Unis, on peut porter plainte dès que c'est possible. Et ça, c'est un peu ce que le législateur veut éviter. Il veut éviter le business de la class action. Trop de plaintes, ça peut rendre les entreprises frileuses, ça peut freiner l'économie, ça peut freiner l'innovation, l'investissement. Résultat, les actions de groupe à la française, ça va être très strictement encadré. Tout d'abord, il faut passer par une association de consommateurs, ça ne concerne en plus que le préjudice matériel. Il va aussi avoir un jugement de recevabilité qui va éviter les plaintes fantaisistes. Et puis la France a choisi le système de l'opt-in. Alors qu'est-ce que c'est l'opt-in? C'est un terme un petit peu mystérieux, c'est du jargon. Ça veut juste dire qu'il faut manifester sa volonté d'adhérer au groupe pour en faire partie. Parce qu'aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'opt-out. On n'a même pas besoin de dire qu'on veut adhérer au groupe. Si on correspond aux critères, même si on n'a pas voulu participer à cette action de groupe, on en fait partie par défaut. Eh bien, tous ces garde-fous n'ont pas suffi en tout cas à convaincre l'UMP de voter. Il faut admettre qu'aucun de leurs 29 amendements n'a été adopté. Écoutez l'amertume et la menace d'Elisabeth Lalnur, sénatrice UMP. Au vu de la faculté d'écoute assez limitée que vous avez eue vis-à-vis de nous, malgré nos bonnes dispositions, eh bien, je crois que la fin de l'examen de ce projet de loi risque d'être bien longue et peut-être même pour nous superflue. Alors, autre motif d'insatisfaction peut-être pour l'instant, les écologistes, il y a Leïla Haïchi qui s'est exprimée à la suite de l'article 1, regrettent que la santé et l'environnement soient exclus pour l'instant du champ de l'action de groupe. Alors le gouvernement assure qu'il défendra un projet de loi spécifique dans ces domaines en 2014. Alors Esther Benbassa, est-ce que vous y croyez ? Écoutez, moi je ne crois qu'à ce que je lis, ce que je vois, et je ne crois plus aux promesses. Néanmoins, ça aurait été très intéressant qu'il y ait une loi qui couvre non seulement la consommation, les discriminations comme moi je l'ai faites, mais là aussi la santé, l'environnement. Une loi complète, mais vu que M. Hamon dans sa loi a, disons, avancé cette loi globale, puisqu'il y aura une loi dans cette loi sur la consommation, il y aura l'action de groupe pour la consommation. On ne pouvait pas laisser à l'extérieur comme ça les discriminations qui sont quand même un peu la plaie dans le monde de l'entreprise, que ce soit l'égalité homme-femme au niveau du salaire, que ce soit le testing, que ce soit le profilage racial, enfin tous ces éléments
Esther Benbassa, est-ce que les lois qui existent déjà aujourd'hui ne permettent pas aux personnes victimes de discrimination de se protéger ou de porter plainte? La preuve, vous savez, 28%, l'écart entre les salaires hommes-femmes est de 28% quand même. Ça n'a pas du tout baissé et je ne vois pas comment les discriminés qui sont déjà humiliés par la discrimination et surtout que ça touche des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent porter plainte. Là, l'action de groupe permet la solidarité et dans cette solidarité de partager. L'union fait la force, ça permet un meilleur accès à la justice, c'est ça? Oui, bien sûr, et ça rend la justice plus efficace puisque chaque dossier n'est pas traité, mais il y a un dossier qui est traité globalement. Parce que nous, on va opter aussi pour le opt-in, n'est-ce pas? Donc, ce sera volontaire. On adhérera à ce groupe qui porte plainte collectivement et de son propre gré. Mais en même temps, j'ajouterais que c'est vrai, aujourd'hui, en France, ce genre d'action n'existait pas. En Amérique, ça existe depuis 1938. C'est la fameuse affaire Walmart, n'est-ce pas? Qui a réuni 1,5 million de personnes. Nous aussi, on a mis des garde-fous. Ça passera par des associations. Qu'est-ce que vous proposez justement? Il faut que à peu près la même chose. Que ça par le défenseur des droits, peut-être. Oui, ça, bien sûr, les associations, le défenseur des droits et aussi des personnes pourraient se regrouper. On ne va pas non plus limiter la liberté des individus qui veulent se mettre en groupe. Ils peuvent créer une association. Enfin, il faut surtout trouver le moyen d'éviter le business. Et ça peut être aussi un business associatif. Il peut y avoir des associations qui se créent pour gérer des dossiers de ce genre et pour avoir le pourcentage lorsqu'il y a indemnité. Parce que ça peut se jouer gros, n'est-ce pas? Il y a des entreprises qui ont payé 38 millions ou d'autres sommes. Ça a un côté persuasif. Qui n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour du Sénat propose donc de la création d'un recours collectif, d'une action de groupe donc pour lutter contre les discriminations. Quels sont les domaines où les discriminations sont les plus criantes pour vous? Surtout dans l'entreprise, dans les grosses entreprises, petites entreprises aussi. Dans la vie quotidienne, c'est plus difficile de réunir les gens parce qu'ils sont discriminés. Mais dans l'entreprise, ne pas laisser ça seulement aux syndicats. Et parce que les syndicats gèrent, ça existe en France, un recours pas collectif, mais qui ressemble au recours collectif. Ce sont les syndicats qui se portaient partie civile dans les conflits dans les entreprises. Mais c'était des syndicats représentatifs pour des conflits. Là, il ne s'agit pas des conflits. Il s'agit des discriminations dans l'entreprise. Si tant de femmes... également en matière de discrimination, de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Lundi, au Sénat, sera discuté un texte de loi donc défendu par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Ça ne répond pas à ces questions de discrimination, le texte de la ministre qui sera débattu au Sénat lundi? Non, la preuve est, je ne sais pas s'il faut quand même dissuader les entreprises qui pratiquent cette inégalité de salaire à compétences égales. C'est pas parce qu'on va décréter une loi égalité hommes-femmes que tout va se régler du jour au lendemain. Lorsque vous regardez les statistiques, les femmes sont dans des postes inférieurs, ayant les mêmes diplômes par rapport aux hommes. Enfin, cela peut se répercuter aussi au niveau national. D'autres entreprises, une fois qu'il y a une entreprise qui a été, qui a eu à payer des indemnités, peut-être les autres entreprises feront des règlements qui seront plus égalitaires à l'endroit des femmes. Pas seulement les femmes handicapées, etc. aussi, merci à toutes les deux d'avoir été sur ce plateau. Échaudé par un projet de loi de décentralisation qui n'a pas tenu ses promesses et l'émergence des métropoles, les 27 présidents de région ont été reçus cet après-midi par le Premier ministre à Matignon. Ils exigent des ressources financières supplémentaires pour compenser les responsabilités que l'État veut leur transférer. Mounir Soussi. Jean-Marc Ayrault a ôté quelques doutes aux présidents de région cet après-midi. À Matignon, il leur a assuré qu'il conserverait l'ascendant sur les métropoles, car les élus craignent d'être cannibalisés par le regroupement des grandes villes. Provence-Alpes-Côte d'Azur a deux grandes métropoles, Nice et Marseille. Donc si demain
le président de Marseille et le président de Nice qui me font comparaître devant leur tribunal en disant il nous faut des sous et puis après on verra le reste, moi il me restera à m'occuper des troupeaux de chèvres, qui sont intéressantes d'ailleurs, dans les Hautes-Alpes. Hein. À cette angoisse d'être relégué au second plan s'ajoute une irritation vis-à-vis des métropoles qui disposent de ressources fiscales bien plus importantes. Comme on demande par ailleurs dans les lois de décentralisation qui sont en cours de vote aux régions de prendre en charge toute la formation professionnelle, tout l'apprentissage, toute l'orientation scolaire et les transports, il faut absolument que le gouvernement réfléchisse et réagisse sur le plan de nouvelles ressources fiscales pour les régions. Ce n'est pas à l'ordre du jour. L'an passé, les économies de l'État ont privé les régions de 3 milliards d'euros et des réductions sont à prévoir pour 2014. Nous, on va faire un effort. Ce qu'on dit simplement, c'est que la région, qui est en charge du développement économique et de la formation, ou de la recherche, elle est la seule collectivité où les ressources baissent. Donc la rigueur, ok, moi je suis d'accord. L'Association des régions de France salue la réduction des déficits mais fera entendre ses réserves lors de son congrès la semaine prochaine à Nantes où Arnaud Montebourg et Marie-Lise Lebranchu représenteront le gouvernement. 24h Sénat, tout de suite le débat. Projet de loi sur la transition énergétique repoussé après les municipales. Cafouillage aujourd'hui autour de la fiscalité sur le diesel. Rapport parlementaire qui doute du verdissement de la société. La journée a été dure pour les écologistes. Julie Hulin. On l'attendait pour cet automne. Il faudra patienter. Philippe Martin a annoncé ce matin le report du projet de loi sur la transition énergétique au printemps prochain et une loi votée au mieux fin 2014. Un retard qui ne remettrait pas en cause l'engagement pris par la France. Réduire de 75% à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici 2025 et diminuer la consommation énergétique de moitié d'ici 2050. Des objectifs qui mettent la transition écologique face à la réalité économique. Les coûts de production de la plupart des énergies renouvelables sont encore aujourd'hui trop élevés pour assurer leur déploiement sans un soutien public. C'est en ne faisant rien que ça coûtera beaucoup plus cher. Vous savez, en matière écologique, le coût de l'inaction est totalement invraisemblable. Si on ne change pas notre trajectoire énergétique, c'est 100 milliards de plus d'euros pour notre facture énergétique. Sur les moyens mis en place, aucune décision prise sur la convergence fiscale du diesel et de l'essence. L'annonce du jour, une composante carbone introduite dans la loi de finances de 2014. Pas sûr que cela suffise à apaiser les écologistes. La transition énergétique peut-elle favoriser la croissance? C'est la question que nous poserons tout à l'heure à nos internautes, nos partenaires du nouvelobs.com. En attendant, on ouvre le débat de 24h Sénat avec nos invités ce soir. Bruno Sido, vous êtes sénateur UMP de la Haute-Marne, mais également président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Face à vous, Ronan Dantec, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Europe Écologie et les Verts de Loire-Atlantique. Alors Bruno Sido, vous avez présenté à la presse aujourd'hui un rapport donc, de l'OPEX intitulé « La transition énergétique à l'aune de l'innovation et de la décentralisation ». Et dans ce rapport, eh bien, vous estimez peut-être que l'objectif de réduction en fait, de la part du nucléaire en France est peut-être un petit peu ambitieux. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Alors, moi je suis pour des objectifs dynamiques, ambitieux. Ça permet de voir haut. Et arriver à moins à 50% de la part du nucléaire dans l'électricité en 2025, c'est très ambitieux. Pour autant, il faut bien voir ce que cela représente. Aujourd'hui, on est à 75-80. Cela représente 2 jours de consommation par semaine. Bon, voilà. Nous disons dans notre rapport que finalement, sauf à avoir des ruptures technologiques extrêmement importantes très très rapidement, singulièrement en matière de stockage, il sera extrêmement difficile d'atteindre cet objectif. Pour autant, il faut aller de l'avant, bien entendu, mais dire que l'on y arrivera, c'est extrêmement difficile parce que, certes, les administrations obéissent et, si ils ont le budget, peuvent accomplir ce qu'on leur demande. Les entreprises le feront aussi, ne serait-ce que pour leur image. Mais les individus, monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde, ne changent pas ses habitudes comme cela. La voiture reste la voiture. Plus elle est grosse, plus ça pose socialement. Les habitudes dans la maison, on consomme de plus en plus d'électricité. Et par conséquent, c'est extrêmement difficile, d'autant plus que nous avons eu la mauvaise habitude, il faut le dire, depuis une 50aine d'années, de construire des logements qui sont chauffés tout électriques. Aujourd'hui encore, 75 à 80% des logements neufs
sont chauffés à l'électricité. Ce qui fait que le nucléaire a forcément sa place. Alors, on va vous faire réagir, Ronan Dantec. On a appris aujourd'hui que le projet de loi sur la transition énergétique était justement reporté après les municipales. Alors, on invoque un ordre du jour du Parlement trop chargé. Et pourtant, il y a ce rapport qui doute peut-être de la faisabilité de cette transition énergétique. Que répondez-vous à Bruno Sido ? Le rapport de l'OPEX, c'est un peu un non-événement, c'est-à-dire qu'on sort d'un débat national sur la transition énergétique qui a mobilisé énormément d'acteurs, 8 mois de travail, un travail extrêmement sérieux, et qui a crédibilisé la transition énergétique. C'est-à-dire que les scénarios proposés notamment par l'ADEME, donc une agence de l'État, ou par GDF Suez, ont montré qu'on pouvait atteindre tout à fait les objectifs du président de la République, donc la baisse rapide de la part du nucléaire à 50% et le respect du facteur 4. Et à l'inverse, le scénario qui était proposé par les électriciens plutôt du lobby nucléaire n'atteignait pas les objectifs. Donc il y a eu une victoire culturelle. Les objectifs, et notamment c'est un des engagements de François Hollande, c'est de réduire de 75 à 50% la part du nucléaire. Et de tenir nos engagements en termes de réduction de gaz à effet de serre. Je vous rappelle que là, encore aujourd'hui, on montre que la banquise arctique n'a jamais été aussi faible. Et suite à cette victoire intellectuelle de ceux, et notamment les écologistes, qui prônent donc la transition énergétique, qui sera énormément créatrice d'emplois et qui permettra d'économiser la facture énergétique. Nous avons le rapport de l'OPEC, je finis quand même de répondre à votre question, qui est un rapport terriblement nostalgique, qui parle du temps d'avant. Il faut dire aux téléspectateurs que 2 parlementaires écologistes, dont la sénatrice Corinne Bouchot, n'ont pas voté le rapport de l'OPEC. Ce rapport n'est pas sérieux. D'abord, il a été posé sur table, il n'a pas été travaillé, alors qu'on sort d'un débat où l'ensemble des acteurs, les électriciens, les entreprises, les associations, les parlementaires, j'y ai beaucoup participé, je présidais le groupe Travail Gouvernance, travaillé pendant 6 mois, ont crédibilisé les scénarios, et en fait, en réaction, l'OPEX, où on sait que le lobby nucléaire, on a droit de défendre le tout nucléaire, les parlementaires qui sont plutôt le dernier carré du lobby du tout nucléaire, sort en catastrophe un rapport pour essayer de faire contrepoids. Personne n'y croit, c'est un rapport nostalgique, il y a des phrases très drôles. Par exemple, il y a une phrase sur l'abnégation collective qu'il faudrait pour atteindre l'objectif de la transition énergétique, c'est dans le rapport. Bon, je crois qu'il faut être sérieux. Il y a quand même aussi ce report aujourd'hui. Oui, non, mais ça, le match de football, bien sûr. Il faut effectivement rentrer dans la transition énergétique. Nous sommes inquiets. Nous sommes ce soir inquiets, clairement, de l'annonce de ce report. Donc nous attendons maintenant, évidemment, du gouvernement, du Premier ministre, un certain nombre d'explications, un certain nombre de garanties. Garanties d'abord sur la loi de finances, parce que là, il n'y a pas de raison d'attendre. Donc j'ai vu ce soir que Philippe Martin était plutôt revenu en arrière sur la question du diesel. Nous voulons une fiscalité écologique cohérente qui doit financer la transition, qui doit être aussi redistributive pour permettre aux ménages les plus modestes de faire face à la montée inéluctable du prix de l'énergie. Donc il faut qu'on discute, mais là, je crois que ce soir, les écologistes vont être très fermes. Alors on va laisser répondre Bruno Sido, parce que vous êtes quand même attaqué sur l'OPEX, sur le sérieux de ce rapport, sans rentrer dans la polémique. Aujourd'hui, vous dites qu'on a besoin du nucléaire pour produire de l'énergie renouvelable. Je voudrais déjà dire, comme Talleyrand, que tout ce qui est excessif est insignifiant. L'office parlementaire qui est chargé d'éclairer ses collègues parlementaires sur les sujets scientifiques et technologiques connaît bien le sujet de l'énergie. Nous ne sommes pas du tout nucléocrates, nucléophiles, etc. Mais on voit très bien qu'en matière d'énergie, c'est quelque chose de très important pour tous nos concitoyens, pour nos entreprises, pour l'emploi, et que on ne peut pas construire une politique majeure sur des paris. Nous voyons l'évolution des choses. Alors on peut faire des annonces comme les Allemands, qui disent arrêter le nucléaire, ce n'est pas encore fait, et en même temps ouvrir des mines de charbon, pire, de lignite, et envoyer du CO2 et du soufre dans l'air, comme cela, les écologistes ne disent rien, c'est très bien. Bon. Mais ça c'est faux, monsieur Sido, tout cela est faux. Non, vous savez très bien que c'est exact. C'est même dans le rapport. La parole, taisez-vous s'il vous plaît, merci. Ceci étant dit, nous y croyons.
à la transition énergétique, nous disons seulement qu'il faut laisser le temps au temps, qu'il faut laisser les technologies devenir matures. L'essentiel, c'est le stockage de l'énergie produite par les moyens intermittents, le vent, le soleil, etc. C'est intermittent. On a besoin d'électricité toute la journée et toute la nuit. Et par conséquent, il va falloir stocker l'énergie électrique sous une autre forme, bien entendu, parce que l'électricité ne se stocke pas. Et donc, voilà. Et tout cela, ça ne se fait pas du jour au lendemain d'un coup de baguette magique. C'est tout ce que nous disons. Vous y croyez quand même à la transition énergétique, vous parlez peut-être d'une trajectoire raisonnée, donc peut-être une voie supplémentaire alors. Pour dire qu'on n'a pas attendu d'ailleurs à l'Office la demande d'un rapport sur la transition énergétique. En 2011, avec Christian Bataille, nous avions fait un rapport qui disait, député socialiste, oui, sur une décroissance raisonnée de la part du nucléaire. Et je vais vous dire pourquoi il faut diminuer le nucléaire, effectivement. Et nous avions dit que finalement, à la fin du siècle, on pouvait avoir 40%. Mais en l'état actuel des connaissances, le jour où il y aura une rupture technologique qui permettra de stocker facilement l'énergie électrique sous une autre forme, on pourra aller plus vite. Bien. Pourquoi faut-il diminuer la part du nucléaire? Tout simplement parce que toutes les centrales sont rigoureusement identiques. Imaginez que l'on trouve un défaut majeur dans une de ces centrales. Il faudra arrêter toutes les centrales pour réparer. Et que ferons-nous pendant ce temps-là? Et d'où viendra l'électricité? Donc on voit bien que peut-être fallait-il avoir cette politique au moment des chocs pétroliers successifs. Mais la part de ce nucléaire avec des centrales identiques, c'est relativement dangereux. Non pas au point de vue d'accident nucléaire, mais dangereux parce que si on est obligé d'arrêter, il faut toutes les arrêter. Ça vous fait au moins un point d'accord avec Ronan Dantec. Oui, mais sauf que derrière le discours, il y a est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas. Quand Bruno Sido dit à la fin du siècle, c'est-à-dire dans 75 ans, le président de la République dit 50%. En 2025. Donc c'est à échéance de 12 ans. C'est-à-dire, en fait, ce rapport de l'OPEX dit on est incapable de le faire. C'est un rapport un peu décliniste. Finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne croient pas en la capacité de la France, finalement, de se mobiliser sur une transition qui marche dans d'autres pays. Vous devriez être un petit peu échaudé après toutes les annonces y compris parce que les Allemands, contrairement à ce que vient de dire Bruno Sido, il y a une difficulté sur cette année en particulier, c'est vrai. On a un problème d'organisation du marché. Là-dessus, on sera peut-être d'accord, du marché européen de l'énergie aujourd'hui, qui est déstabilisé par la baisse du prix du charbon, qui est probablement conjoncturel mais qui est réel. Nous avons besoin de maintenir un certain nombre d'unités gaz qui sont importantes dans des mécanismes de capacité. On devrait avoir un marché européen de capacité. La France s'y oppose plutôt alors qu'on devrait y aller à marche forcée. Et que finalement, on ne mobilise pas nos moyens, nos ressources financières, une véritable planification, alors que le mur, il est devant nous. Le mur, il est très simple. La Cour des comptes était auditionnée ce matin au Sénat par la Commission du développement durable. Le représentant de la Cour des comptes nous dit aujourd'hui, l'éolien terrestre, c'est moins cher que l'EPR. C'est-à-dire que nous sommes en risque de krach industriel. Parce que l'EPR est un échec industriel, est un échec commercial, et que effectivement, il faut sortir à marche forcée de ce piège. La différence avec Bruno Sido, c'est pas le discours, c'est le volontarisme pour mettre la France en ordre de marche pour faire la transition. C'est beau d'être volontariste et d'avoir la fleur au fusil, etc. Mais une politique nationale, c'est du sérieux. C'est du sérieux, par conséquent, on est bien obligé d'être responsable devant nos concitoyens. Nous disons qu'il faut avancer, il faut chercher, et je ferai remarquer qu'au fond, c'est toujours la même chose, c'est le charbon qui a payé finalement l'électricité, qui a payé la suite avec le pétrole, le gaz, etc., et qui a payé le nucléaire. Et maintenant, le nucléaire, avec les taxes qu'il y a sur l'électricité, la contribution du service public de l'électricité, c'est bel et bien le consommateur, par le biais du nucléaire, qui le paye pour les recherches de demain. Et les recherches de demain aboutiront, je le souhaite, je le pense même, peut-être pas aussi vite qu'on l'espère, et finalement, le nucléaire pourra, au moins tel qu'il est, c'est-à-dire la 3e génération, pourra s'arrêter au profit des énergies renouvelables d'une part, et de la 4e génération qui deviendra indispensable également. Alors qu'est-ce que vous préconisez alors, quand même, pour atteindre l'objectif voulu par François Hollande? Il faut absolument activer la recherche, et faire en sorte qu'il y ait des ruptures technologiques, et que les chercheurs du monde entier, parce qu'à vrai dire c'est un problème pour tout le monde, eh bien on trouve les solutions de stocker cette énergie, de trouver des solutions, les smart grids,
c'est pas le tout de le dire, il faut le faire. Les réseaux intelligents, pardonnez-moi, dits intelligents, il faut développer cette question-là. Et au fond, bon, et bien entendu, les économies d'énergie. Mais je ferai remarquer, et j'aurai terminé, je ferai remarquer que c'est également les économies d'énergie. J'ai beaucoup travaillé sur la question. On vous réinvitera pour en parler, Bruno Sido. On voit que le sujet vous passionne tous les deux. Et malheureusement, c'est la fin de ces 24 heures Sénat. Merci à tous les deux. Et merci il faut aller vite. Et l'OPEX dit aujourd'hui, il faut ralentir. Et ça n'est pas acceptable. Le débat est clos. Merci à tous. Très bonne soirée et à demain.